6 mois de ma vie ont été ruinés en l'espace de 30 secondes par ma belle-fille. C'est le cancer que j'ai vaincu. Il y a 3 semaines, j'ai terminé ma dernière séance de chimiothérapie. Au cours de mes 6 mois de traitement, j'ai travaillé avec des mains tremblantes, une loupe et une détermination inébranlable pour créer une bague familiale. Je ne rencontrerai peut-être jamais mes futurs petits-enfants, mais leur pierre de naissance orne un bracelet en or blanc. 15 membres de ma famille étaient arrivés à l'écran le matin de Noël, puis j'ai donné mon cadeau à Patricia. Elle l'a examiné comme s'il s'agissait d'un animal écrasé sur la route. Ce travail amateur et infecté devrait finir à la poubelle. Samuel, concentre-toi plutôt sur ne pas mourir avant de fabriquer des bijoux. Un moment de silence complet s'ensuivit. David, mon fils, pâlit. Je suis resté de marbre. J'ai posé mon café et j'ai pris mon téléphone car Patricia n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ma sœur Martha a poussé un cri, mais je suis resté distant. Au cours des 4 dernières années, j'avais secrètement versé 280 000 $ à sa faculté de médecine. Je suis prêt à récolter les fruits de mes efforts. Permettez-moi de vous décrire en détail à quel point cela a été brutal. Au Swedish Medical Center, le 15 mars 2024, le docteur Rebecca Thompson m'a informé que mon lymphome était au stade 3 et que mes chances de survie étaient de 68%. Elle m'a informé que mon traitement durerait 18 mois. J'ai 59 ans. Il y a 3 ans, la même maladie a emporté Margaret, ma femme. Je me suis soudain retrouvé sur le même chemin. C'est l'envie d'apporter une contribution durable à l'héritage de ma famille qui m'a permis de tenir le coup pendant ces traitements de chimiothérapie éprouvants. Cette bague n'avait rien de futile. J'ai juré que notre amour durerait éternellement même si nous devions périr. Pendant 6 mois, je me suis traîné à mes séances de thérapie tous les mardis et vendredis avec un cathéter thoracique et du poison dans les veines. Quand je rentrais chez moi, je passais des heures à perfectionner la bague. Aucun outil de joaillerie n'était plus le même une fois que je les avais ajustés. Les mains tremblent pendant la chimiothérapie. Le saviez-vous, afin de tenir les limes en toute sécurité, j'ai investi 400 $ dans une lampe-loupe spécialisée et des limes à manches lestées. C'était tellement horrible que certains jours, je ne pouvais travailler que 15 minutes à cause des tremblements. David est né en juillet. Je lui ai donc offert une pierre de naissance en rubis. Patricia est née en mai. Je lui ai donc offert une émeraude, même si elle n'a jamais semblé apprécier ce cadeau. Septembre était le mois du saphir et décembre celui du diamant. Au total, j'ai dépensé 360 $ pour les pierres de naissance. J'espérais vivre assez longtemps pour voir chaque petit enfant symbolisé par une pierre. La gravure m'a presque ruiné. L'intérieur de la bague devait être gravé de la devise de notre famille, l'amour perdure. Il m'a fallu 3 semaines pour que ces 8 lettres soient parfaites. Selon mon ami bijoutier Franck, c'était un travail digne d'un musée. La veille de Noël, j'ai placé la bague dans un écrin en noyer fait main. Margaret et moi avions planté cet arbre à la naissance de David. Ce bois était donc très spécial. J'ai même cousu le coussin en satin à l'intérieur. Nous voici le matin de Noël. David avait utilisé l'argent de sa promotion pour offrir une BMW à Patricia. Et elle est arrivée avec style. Après s'être fait coiffer dans ce salon chic du centre-ville, elle arborait un collier Tiffany à 1500 $ et d'autres bijoux de luxe. Assis là, je pouvais encore sentir les brûlures dues aux radiations sur mon vieux cardigan. Je portais toujours mon bracelet médical au poignet qui indiquait « Patient atteint d'un lymphome chimiothérapie ». Ma famille a commencé à déballer les cadeaux. Patricia avait froidement et calculateurement acheté une Rolex à David, une bouteille de vin coûteuse à Martha et des cartes cadeaux pour tous les autres. C'était ensuite à mon tour d'offrir des cadeaux. J'ai présenté la boîte en noyer à Patricia. Comme toujours, mes mains tremblaient légèrement. Je lui ai dit « Je l'ai fabriqué pour toi, pour l'avenir de notre famille ». Elle a saisi la boîte avec précaution comme si elle risquait de ruiner sa manucure et l'a ouverte délicatement. Les 4 pierres brillaient comme des petites étoiles, la bague absorbant la lumière du sapin de Noël. Pendant un bref instant, j'ai cru voir un changement dans son expression, peut-être de la gratitude ou la compréhension de la gravité de la situation. Oui, je me trompais, les 2 doigts entrelacés, elle l'a exhibé comme s'il s'agissait d'une souris sans vie. Tu es sérieux, c'est tout ce sur quoi tu as travaillé. On dirait un présentoir de bijoux dans une station-service. Malgré ma déception, j'ai tenté de m'expliquer. Patricia, j'ai passé 6 mois. Elle m'a interrompu avec un petit rire furieux plutôt que moqueur. La température de la pièce a chuté de 10 degrés lorsque l'interlocutrice a déclaré « 6 mois pour ça ? Oh chérie, tu aurais pu simplement aller chez Kay Jewelers et t'épargner cette humiliation. »
David s'est déplacé maladroitement. Le sourire joyeux de Noël de Martha s'est estompé. Patricia n'avait pas encore fini. Elle avait à peine commencé que je l'ai vue. Avec ma bague brandie comme une preuve dans un procès, elle s'est tournée vers toute l'assemblée. Tout le monde regardait ça. Samuel a créé cet adorable bijou pour moi. N'est-ce pas mignon ? Sa prononciation du mot « mignon » donnait l'impression qu'il avait un goût désagréable dans sa bouche. Jake, qui est mon neveu et le cousin de David, a tenté de désamorcer la situation. En fait, Patricia, il a l'air très bien fait. Les pierres sont... Jake, je t'en prie. Je sais reconnaître la qualité quand je la vois. Elle a dépassé les bornes en ajoutant ce travail d'amateur à sa place dans une brocante paroissiale, pas au doigt de quelqu'un. C'était un commentaire déplacé à l'égard d'une personne atteinte d'un cancer. Alors qu'elle me regardait fixement, moi ce vieil homme qui avait mis toute son âme dans son talent, elle a porté le coup qui allait changer le cours des événements. « Samuel, tu ferais peut-être mieux de te concentrer sur le fait de ne pas mourir avant de te lancer dans de nouveaux loisirs. » Le silence inquiétant qui s'ensuivit aurait pu briser du verre. Et c'est précisément à cause de cet effort amateur et contagieusement mauvais que Margaret est probablement morte dans la misère. Margaret devait aussi vous voir échouer en tout. Martha, ma sœur, avait le teint pâle. Il y avait 3 rougeurs distinctes sur le visage de David. La mortification était évidente, même chez la mère de Patricia, qui était venue de Portland. Mais qui suis-je ? Une clarté absolue glaciale m'envahit quelque chose que je n'avais pas connu pendant tous ces mois de thérapie. La plus grave erreur de l'existence gâtée de Patricia venait d'être commise. Je n'étais pas seulement un bijoutier amateur dans mes dernières années, c'était quelque chose dont elle et tous les autres dans la pièce n'avaient sans pas conscience. Je représentais la Fondation Miller, un donateur anonyme qui avait pris en charge l'intégralité de ses frais de scolarité à la faculté de médecine pendant les 4 dernières années. De plus, elle était sur le point de découvrir les conséquences de mordre la main qui la nourrissait. Vous avez donc trouvé cela négatif ? Patricia ne faisait que s'échauffer. La première fois que quelqu'un révèle sa véritable personnalité, faites-lui confiance. Patricia, en revanche, était certaine que toutes les personnes présentes dans la pièce connaissaient son identité. Les 15 personnes présentes dans la pièce se figèrent attendant que quelque chose se passe lorsqu'elle dit que Margaret était en train de mourir dans d'atroces souffrances. Finalement, David retrouva sa voix. Patricia, c'était tout à fait inacceptable. Papa a consacré des mois... David, arrête s'il te plaît. Patricia leva la main comme pour signaler au trafic de s'arrêter. Ton père a besoin d'entendre cela. Nous devons tous cesser d'alimenter ces illusions, des mythes. 6 mois de lutte contre le cancer tout en faisant quelque chose d'agréable, c'est ainsi qu'elle l'a décrit. Avec ma bague serrée entre ses doigts, comme un déchet pollué, elle s'est levée du canapé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon comme si elle prononçait une tirade. « Samuel, je vais devenir médecin. » Son geste dégoûté envers ma bague exprimait clairement qu'elle s'intéressait à la réalité, aux faits et à la médecine fondée sur des preuves. Je pris mon verre d'eau tandis que mon bracelet médical scintillait au soleil. Ce n'est pas la réalité. C'est le projet fantaisiste d'un homme malade. Regarde-toi. Tu arrives à peine à tenir une tasse de café, mais tu penses pouvoir fabriquer des bijoux. Mes mains tremblaient légèrement, mais c'était perceptible. Patricia l'a remarqué. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Ses mains tremblantes ne pourraient probablement même pas enfiler correctement une aiguille. Comment suis-je censé porter quelque chose fabriqué par quelqu'un qui ne contrôle pas ses propres fonctions motrices ? Martha n'a pas pu rester silencieuse. Patricia, il a un cancer. Ce sont les effets secondaires de... C'est exactement ce que je veux dire. Le volume et l'énergie de la voix de Patricia augmentèrent. Cela lui procurait du plaisir. Elle se dirigea vers la cheminée où se trouvait la photo de Margaret et dit « Il est en train de mourir. Son cerveau ne fonctionne probablement même plus correctement. On appelle ça le brouillard de la chimio. » Au lieu d'affronter la réalité et de faire quelque chose d'important pendant le temps qu'il lui reste, il s'adonne à des activités artistiques et artisanales. Un tendre sourire se dessina sur le visage de ma femme lorsqu'elle vit cette terreur. Tu sais, ce qui est vraiment triste, Margaret a probablement été soulagée lorsque le cancer l'a finalement emportée. Au moins, elle n'a plus eu à voir Samuel embarrasser la famille avec ses projets amateurs. C'est ce qui s'est passé. Soudain, David bondit de sa chaise. « Ça suffit. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère comme si ta mère avait été mariée à un raté. David, regarde autour de toi dans cette maison. Regarde ton père. Il a 60 ans et qu'a-t-il à montrer une hypothèque qu'il ne remboursera jamais et des bijoux qui semblent provenir d'un distributeur de boules de gomme. » Elle s'est tournée vers moi avec des yeux aussi froids que le mois de janvier. « Samuel, tu es en train de mourir. Nous le savons tous. Les statistiques pour ton type de cancer à ton âge ne sont pas bonnes.
Au lieu de faire perdre du temps à tout le monde avec ces tentatives pathétiques pour te rendre important, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose d'utile comme trouver un moyen de ne pas être un fardeau financier pour David lorsque les factures médicales vont s'alourdir? Les dépenses, elle aurait dû le savoir. J'étais loin d'être détruit par Patricia. Elle revint vers moi, s'agenouilla, leva les yeux vers moi et d'une voix audible par tous, dit d'un ton faussement compatissant « Chérie, je sais que c'est difficile, je sais que tu as peur, mais fabriquer des bijoux hideux ne te fera pas vivre plus longtemps. Cela ne ramènera pas Margaret, c'est juste embarrassant pour nous tous. » Se redressant, elle a délicatement épousseté sa robe de couture. « Alors quel était ton plan ? Tu envisages de prendre des cours de peinture ou de poterie, peut-être du macramé, a-t-elle dit en riant de sa propre blague. À un moment donné, il faut accepter que tout le monde n'est pas artistique. Certaines personnes sont juste basiques, simples. Malgré mes 47 ans d'expérience en tant que maître joaillier, elle a quand même réussi à trouver quelque chose de méchant à dire à mon sujet. Patricia s'est approchée du sapin de Noël et tout en faisant semblant de l'inspecter, a levé ma bague à la lumière. Tu sais ce que ça me rappelle ? Ces tristes bricolages qu'on fait dans les maisons de retraite. Quand les personnes atteintes de démence essaient de s'occuper, c'est le même niveau de qualité, le même désespoir. Afin de vérifier si son auditoire était attentif, elle jeta un coup d'œil autour d'elle. En fait, je me sens mal à l'aise de jeter ça. Il semble cruel de jeter à la poubelle la dernière tentative de quelqu'un pour rester dans la course, mais je ne peux pas vraiment le porter non plus. Les gens penseraient que David s'est marié en dessous de son rang, sur son lieu de travail. Debout tremblant de colère, Martha, une femme dont j'avais secrètement financé toute l'éducation, prit la parole. « Patricia, tu es la personne la plus cruelle que j'ai jamais. » « Martha, je t'en prie, nous le pensons tous. Je suis juste assez honnête pour le dire à voix haute. Samuel est en train de mourir et au lieu d'affronter cette réalité avec dignité, il s'accroche à ses petits projets comme s'ils avaient de l'importance. » Elle se tourna vers moi une dernière fois. Elle a suspendu ma bague devant mon visage et a dit « Samuel, je vais devenir médecin. Je sauve des vies, c'est un travail qui a du sens. » À part le faible son de la musique de Noël qui flottait en arrière-plan, la pièce était silencieuse. C'est ce que font les gens quand ils ont renoncé à avoir de l'importance. Silent Night. Il n'y a pas de meilleur choix. Ma bague fut jetée négligemment dans le sac à main de Patricia, comme s'il s'agissait d'une preuve qu'elle devrait traiter plus tard. Après que Patricia eut dit « Je trouverai un endroit approprié pour faire don de cela, peut-être un hôpital pour enfants. Ils apprécient les objets faits à la main là-bas. » J'ai instinctivement saisi mon téléphone car ses commentaires sur le fait de sauver des vies et d'accomplir un travail important semblaient sceller son destin. Il était grand temps que je lui montre ce que signifiait « important ». Pour la première fois depuis des mois, mon téléphone me semblait stable dans ma main. Le pouvoir de la clarté est amusant. 6 mois de chimiothérapie des mains tremblantes à cause des médicaments et des matins où j'ai du mal à tenir ma tasse de café, mais je suis désormais solide comme un roc. Pendant que Patricia continuait à faire son tour d'honneur dans le salon, j'ai ouvert mon application bancaire. L'importance de fournir des critiques honnêtes et de fixer des attentes raisonnables avec les parents plus âgés était un sujet dont elle discutait avec le cousin de David. J'ai vu le profil de la Fondation Miller. Salaire à ce jour 283 412,67 $. Patricia devra verser 70 000 $ sur 4 ans pour couvrir toutes ses dépenses liées à ses études de médecine à l'Université de Washington. Cela comprend les frais de scolarité, les frais divers et les allocations pour les manuels scolaires. Tout cela lui était complètement étranger. Raconte-moi comment tout cela a commencé. La voix tremblante David m'a contacté en décembre 2020. Patricia n'a pas pu entrer à la faculté de médecine malgré sa lettre d'acceptation. Il serait enseveli sous le poids de la dette étudiante pendant des décennies. Le mariage peut être la fondation d'une famille, tout devrait être reporté. Un soir, je me suis assis dans le vieux fauteuil de Margaret, celui qu'elle utilisait pour évaluer les copies de ses étudiants, et j'ai pris une décision. Papa, je ne sais pas quoi faire. Elle est brillante, mais nous n'avons tout simplement pas les moyens. La Fondation Miller serait une organisation éducative anonyme que je créerais avec l'aide d'un avocat et d'un compte bancaire. Le paiement intégral de la première année d'université de Patricia, comprenant les frais de scolarité, les livres et les frais de subsistance, a été effectué le 15 janvier 2021 pour un montant de 70 000 $. Aucun prêt n'est nécessaire. Le prix que Patricia croyait à tort avoir gagné faisait partie d'un programme de donateurs anonymes qui récompensait les étudiants exceptionnels en fonction de leur mérite.
Le fait qu'elle se soit vantée d'avoir été sélectionnée par un riche bienfaiteur qui avait vu son potentiel l'a amenée à le publier sur ses comptes de réseaux sociaux. Même à l'époque, l'ironie était délicieuse. Le paiement de 70 000 $ par trimestre est le même que pour la première année. Patricia a commencé à partager des informations plus détaillées. Elle se considérait comme bénie d'avoir trouvé un investisseur providentiel qui croyait en ses ambitions de carrière médicale. Des problèmes sont apparus au cours de la 3e année. Patricia s'est lancée dans une enquête sur son mystérieux mécène. Son désir d'exprimer sa gratitude en personne l'a poussée à engager un détective privé pour déterminer d'où provenait l'argent de la Fondation Miller. J'ai demandé à mon avocat de créer une société écran dans le Delaware, cachant ainsi toute trace de mes transactions derrière 3 entités juridiques distinctes. À maintes reprises, l'enquêteur de Patricia s'est heurté à des impasses. Pendant ce temps, elle continuait à dépenser. Au cours de sa 4e année, j'avais déjà payé le semestre d'automne, 70 000 $, avait été transféré en août. Sa bourse lui a permis d'acheter du matériel d'études de marque, des cours de préparation au MCAT, haut de gamme, et le stéthoscope à 1 500 $, dont elle avait absolument besoin. Il restait 35 000 $ supplémentaires. Et les frais de scolarité du printemps devaient être payés le 15 janvier. Le Dr Patricia Wilson allait officiellement devenir le Dr Patricia Wilson dans 8 mois et son internat au Seattle Children's Hospital allait commencer au même moment. Grâce au vieil homme mourant qu'elle venait d'humilier devant toute sa famille, elle avait pu suivre 8 mois de médecine sans contracter de dettes. J'ai passé en revue l'historique complet des paiements de la fondation, y compris tous les reçus et les transactions enregistrées. J'ai conservé des registres détaillés pendant 4 ans. Mon téléphone a attiré l'attention de David. J'étais loin d'aller bien, mon fils. « Papa, ça va ? Tu as l'air ? » « Je vais bien, mon fils. » Le mépris, le sentiment de ne pas être écouté et le soutien continu des études de quelqu'un qui rejetait le travail de ma vie comme étant des bêtises d'amateurs incompétents m'avaient lassé. Patricia a insulté la mémoire de Margaret, a prétendu que je devrais me soucier davantage de mourir que de faire de l'art à juger ma bague inutile et m'a qualifié de fardeau financier. Il était temps de lui enseigner la véritable signification des difficultés financières. Grâce à ma liste de contacts, j'ai pu entrer en contact avec le Dr Elizabeth Hayes qui supervise l'aide financière aux étudiants en médecine de l'Université de Washington. Nous avions discuté à plusieurs reprises du soutien substantiel et continu apporté par la Fondation Miller aux étudiants exceptionnels. Son numéro restait gravé dans ma mémoire. Une fois ma décision prise, elle était définitive. Patricia allait devoir faire face à une dette de 280 000 $ à la fin de ses études. Elle n'aurait aucun moyen de payer les intérêts avec son salaire de résidente. Pendant des décennies, elle resterait dans l'incertitude financière. C'est alors que je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit. C'est précisément à cause de ce travail amateur et infecté que Margaret est probablement morte dans la misère. Ma charmante et talentueuse épouse, qui avait cru en moi et en mes rêves dès le début, et qui m'avait tenu la main tout au long de mes traitements contre le cancer jusqu'à ce qu'elle succombe à sa maladie. Patricia avait franchi une ligne rouge. James Morrison, responsable de la section recherche de l'American Cancer Society, était un autre contact que j'ai trouvé dans mon répertoire. Au fil des ans, nous nous étions croisés lors de nombreuses manifestations caritatives. 2 coups de téléphone suffiraient pour mettre fin au financement de Patricia et transférer tous les fonds à la recherche sur le cancer. Patricia a continué à s'adresser au groupe, abordant des sujets tels que les attentes raisonnables et le respect des personnes âgées. En me levant de mon siège, j'ai dit « Excusez-moi tout le monde, je dois passer un coup de fil urgent ». Mon ton était calme, serein et presque optimiste, car Patricia était sur le point de vivre l'expérience la plus coûteuse de sa vie. Alors que Patricia persistait dans ses avances dans le salon, David me suivit dans la cuisine. « Papa, je suis vraiment désolé. Mon fils, lui ai-je dit en posant ma main sur son épaule, que sais-tu de la situation financière de Patricia à l'université ?» David était perplexe. « Je ne sais pas ce qui lui arrive ces derniers temps. Le stress des examens finaux peut-être. » Comment ça, elle a obtenu cette bourse incroyable, celle de la Fondation Miller. Elle couvre tous les frais de scolarité, les livres, les frais de subsistance. Elle a eu une chance incroyable. Il y a 20 ans, à la même table de cuisine, où Margaret aidait David à faire ses devoirs, j'avais planifié notre retraite avant que le cancer de Margaret ne change tout. De la chance n'est-ce pas, David? Assieds-toi un instant. Je dois te dire quelque chose à propos de cette bourse. Le visage rougi par la performance de Patricia, ma sœur Martha, entra dans le hall. Samuel en 59.
Non, que je te connais, je ne t'ai jamais vu aussi calme alors que tu es furieux. Qu'as-tu prévu ? Ma sœur ancienne, administratrice d'un lycée et femme brillante. Comme s'ils étaient des livres ouverts, elle pouvait lire dans les pensées. Martha, tu te souviens quand tu m'as aidé à créer cette association caritative il y a 4 ans, les formalités administratives pour la Fondation Miller ? Ses pupilles se dilatèrent. Alors que David regardait Samuel, il dit « Oh mon Dieu, tu n'as pas fait ça !» Rappelant mon application financière, je montrai à David la somme de $283 000 et dis « Je n'ai pas fait quoi, quelle fondation ? Mon fils, il n'y a pas de mystérieux bienfaiteur, il n'y a pas de bourse d'études au mérite. Depuis 4 ans, je paie la totalité des frais de scolarité de Patricia à la faculté de médecine jusqu'au dernier centime. » Comme s'il lisait une langue étrangère, David fixait l'écran. C'est impossible. Elle a fait des recherches, elle a engagé un détective privé. La Fondation Miller est une organisation réelle avec une société écran dans le Delaware et un avocat qui me facture $500 chaque fois que quelqu'un pose des questions. Oui, Martha prit une profonde inspiration dans le 3e fauteuil. Samuel, tu veux dire que cette horrible femme vient de passer 10 minutes à détruire l'homme qui a financé ses études de médecine. C'est exactement ce que je te dis, à l'exception de la voix de Patricia qui s'échappait du salon et du gargouillis de la cafetière, la cuisine était plongée dans un silence feutré. Elle partageait probablement des photos depuis son téléphone, notamment celles de ses dernières publications sur les réseaux sociaux où elle se vantait de ses études privilégiées. L'expression de David passa par toute une gamme d'émotions de la perplexité à la colère. 4 ans, chérie. Combien d'argent pour 4 ans ? $280 000 jusqu'à présent. Je te rappelle que les $35 000 pour les frais de scolarité du printemps sont dus le mois prochain. Bon sang. David passa doucement ses doigts dans ses cheveux. Pourquoi as-tu été si évasif, papa ? J'aurais pu t'aider. Nous aurions pu. C'est quelque chose que je voulais faire parce que je me soucie de toi et de ta future famille. J'avais imaginé que Patricia resterait un membre inséparable de notre famille. Je voulais seulement lui offrir l'éducation qu'elle méritait. Martha se pencha. Et maintenant, Patricia persistait dans son discours, sa confiance en elle et sa croyance en sa propre intelligence, alors qu'elle continuait à converser dans le salon. Elle persistait à porter la tenue coûteuse qu'elle avait achetée grâce à sa soi-disant bourse d'études. Je pense que Patricia doit apprendre à gagner les choses plutôt que de simplement les recevoir. David resta silencieux pendant un long moment. « Papa, elle vient de dire que maman était morte dans la souffrance. Devant toute la famille, elle a qualifié ton travail de déchets infectés. J'ai entendu. Et tu as payé pour qu'elle devienne médecin, quelqu'un qui est censé aider les gens. Ironique, n'est-ce pas ?» Se levant, Martha se dirigea vers la fenêtre de la cuisine. Patricia se tenait dans l'embrasure de la porte, faisant un geste théâtral avec son verre de vin qu'elle pouvait distinguer. « Samuel, qu'est-ce que c'est que tu vas faire ?» Je leur ai donné ma liste de contacts, le Dr Hayes de l'Institut et James Morrison de la Société du Cancer. Je vais passer 2 coups de fil, un pour annuler son financement, l'autre pour faire don de chaque centime à la recherche contre le cancer. Une fois de plus, David est resté silencieux. Il a ensuite hoché la tête avec hésitation. « Fais-le !» À ce moment-là, Martha a enfin souri. « Samuel, ton père est fier de toi. » Il y a des moments où les gens doivent faire face à la réalité. Le salon était rempli du rire de Patricia. Elle racontait à quelqu'un ses ambitions pour son internat, son avenir prometteur et les nombreuses vies qu'elle sauverait. Il était grand temps de la ramener sur terre. Alors que nous retournions dans le salon, Patricia décida qu'elle voulait poursuivre notre conversation. Un verre de vin dans une main et ma bague toujours suspendue à l'autre comme un poisson mort, elle avait pris place sur la cheminée à côté de la photo de Margaret et tenait salon avec mon neveu Jake et sa femme Sarah. Le problème avec les personnes âgées, ajoutait-elle, c'est qu'elles perdent toute perspective. Et je pouvais l'entendre. Pour une raison quelconque, ils s'accrochent farouchement à l'idée que leurs petits passe-temps ont de l'importance. Jake semblait mal à l'aise. Patricia, peut-être que nous devrions... Non, c'est important. En tant que future belle-fille qui va devenir médecin, j'ai la responsabilité d'aider Samuel à affronter la réalité. Finalement, mariée à son mari. C'était une famille aisée. Elle a détourné son regard pour croiser le mien lorsque je suis entré dans la pièce. Samuel, le moment s'y est venu. J'essayais simplement de te faire comprendre à quel point ta phase de bricolage est malsaine. Une fois de plus, la tension monta dans la pièce. Alors que David s'approchait, je levai la main pour le tenir à distance. « Laisse-la parler. Vous voyez,
À la faculté de médecine, nous étudions un concept appelé activité de substitution. Il s'agit du fait que les personnes confrontées à des expériences traumatisantes ou à des maladies mortelles se préoccupent de choses sans importance afin d'éviter d'affronter la réalité. Patricia appréciait manifestement sa discussion spontanée sur la psychologie tout en sirotant son vin. La fabrication de bijoux, la peinture, le scrapbooking sont des exemples classiques. Le patient pense qu'il crée quelque chose d'important, mais en réalité, il ne fait que se cacher de la mort. Martha, ma sœur, semblait suffoquée. Patricia ne lui prêta aucune attention. Samuel, ce n'est pas parce que tu as fabriqué une bague que ton cancer va disparaître. Tu as gravé le nom de Margaret dans le métal, elle ne reviendra pas. Tu es toujours en train de mourir et ces projets d'artisanat ne font que rendre plus difficile pour ta famille d'accepter cette réalité. Elle s'approcha de moi et me regarda droit dans les yeux. Quelqu'un doit le dire, et je sais que ce n'est pas facile. David, tu me trahis, c'est humiliant pour toi. De plus en agissant comme si Margaret aurait préféré que tu passes tes derniers mois à faire de l'artisanat, tu dénigres sa mémoire. L'alcool la rendait de plus en plus audacieuse et méchante. Pouvez-vous deviner ce que Margaret aurait vraiment souhaité? Que vous acceptiez votre maladie avec dignité, que vous cessiez d'être un obstacle et que vous cessiez de culpabiliser David pour son implication dans ses efforts pitoyables visant à attirer l'attention. Jake tenta d'intervenir. « Patricia, je pense que vous en avez assez dit. En suis-je capable ? Pourquoi ? Parce que je doute vraiment que Samuel soit conscient de l'impact qu'il a sur son entourage. » Préoccupé par les délires de son père, les frais médicaux imminents et la perspective d'hériter de cette dette à la mort de Samuel, David rentre chaque jour du travail avec un sentiment d'anxiété. À l'aide de son verre de vin, elle fit un geste vers le salon. La maison a besoin de réparation. Nous avons une fuite dans le toit. Le système de chauffage est plutôt vieux. Mais au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, Samuel passe son temps à fabriquer des bijoux amateurs qui devraient être vendus dans un vide-grenier. À chaque seconde qui passait, le visage de David devenait plus rouge. « Patricia, tu dois arrêter. S'il te plaît, arrête. » Mais elle était lancée. Tout cela, le vin la foule, le sentiment de puissance lui montait à la tête. Et le pire dans tout ça, il s'attendait sincèrement à ce que je le porte. Elle a de nouveau exhibé ma bague en public. Là où mes camarades de classe pourraient la voir, là où mes professeurs pourraient la remarquer. Son rire sauvage lui échappa une fois de plus. Comment ça aurait été ? Quelle belle bague, Patricia. Je t'en suis reconnaissant. Entre 2 séances de chimiothérapie, mon beau-père mourant a réussi à la fabriquer dans son garage. Ça aurait vraiment renforcé ma crédibilité à la fac de médecine, n'est-ce pas ? C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai alors sorti mon téléphone et commencé à passer des appels. Patricia s'en est aperçue, mais elle a continué à parler malgré tout. Même si tu raccroches le téléphone, cette discussion ne s'arrêtera pas, Samuel. Tout doit être abordé, de ta situation financière à tes projets de fin de vie. Bonjour, Dr Hayes. Je suis Samuel Miller de la Fondation Miller. Je dois rapidement aborder la question du financement de Patricia Wilson. Au moment où Patricia s'apprêtait à boire son verre de vin, se figea. Je dois discuter de notre soutien éducatif continu à Patricia Wilson à la faculté de médecine de l'Université de Washington. Tout était immobile dans la pièce. On pouvait entendre le bourdonnement des lumières du sapin de Noël. L'expression de Patricia passa de la perplexité à l'inquiétude, puis à la terreur. Elle chuchota à David « Qui est-ce ?» pendant leur conversation. De quoi parle-t-il ? Je m'assurais que tout le monde pouvait entendre en mettant le téléphone en mode haut-parleur. « Monsieur Miller, je suis vraiment ravi de recevoir un message de votre part. » répéta le Dr Hayes dans la salle. Patricia se distingue parmi ses camarades de classe comme une élève exceptionnelle. Grâce au généreux soutien de la Fondation Miller, ses possibilités d'éducation ont été transformées. Un voile d'une blancheur immaculée tomba sur Patricia. « En fait, je vous appelle pour discuter de quelques changements dans notre accord de financement. » ai-je répondu sans m'émouvoir. Sans aucun doute. En termes de changement, à quoi pouvons-nous nous attendre ? Lentement, Patricia a commencé à secouer la tête comme si elle pouvait forcer cette discussion à prendre fin. Posa-t-elle murmuré ? « Attendez une seconde. Qu'est-ce que la Fondation Miller ? Miller est votre nom. Impossible. » J'ai fixé mon regard sur elle. « Excusez-moi, Patricia. Je suis le mystérieux bailleur de fonds de votre cause. » Margaret portait des chaussures coûteuses lorsque le verre de vin s'est brisé sur son parquet après lui avoir glissé des mains. C'est tout simplement impossible. J'ai fait quelques recherches sur l'Institut Miller. Il s'agit d'une société du Delaware. Cette organisation compte un groupe de personnes appelé le Conseil d'administration. Oui, c'est moi. Je suis le seul. De plus, nous avons un avocat très coûteux qui obscurcit notre situation depuis 4 ans.
Je lui ai montré l'application bancaire sur mon téléphone. Elle affichait le solde du compte de la Fondation Miller, soit 283,92,67 $. Patricia, chaque paiement de frais de scolarité, une allocation pour les frais de subsistance, un paiement pour les livres, tout cela provenant du vieil homme mourant dont vous venez de qualifier le travail de déchets infectés, la voix du Dr Hayes résonnait dans le haut-parleur. « J'espère que tout va bien pour vous, monsieur Miller. Qui êtes-vous ? Veuillez consulter le dossier financier complet de Patricia Wilson, Dr Hayes. » Je me demandais combien la Fondation Miller avait payé au total pour ses études. L'autre partie reste silencieuse, frappant sur le clavier de l'ordinateur. « Laissez-moi voir ça. La première année coûtera 70 000 $. Pour la deuxième année, le budget est de 70 000 $. La troisième année, vous gagnerez 70 000 $. Vous paierez 35 000 $ pour le prochain semestre d'automne. Au total, 245 000 $ ont été versés et 35 000 $ supplémentaires ont été mis de côté pour le semestre de printemps. Les jambes de Patricia semblaient en avoir lâché lorsqu'elle s'est effondrée sur le canapé. J'ai mentionné un total de 280 000 $. Chaque centime de mon épargne retraite, mon héritage de Margaret, l'argent que j'ai gagné en 47 ans en tant que maître joaillier. On pouvait entendre la respiration faible et rapide de Patricia dans la pièce étrangement silencieuse. 3 semaines après que David m'ait appelé en sanglotant parce que sa brillante fiancée n'avait pas les moyens de payer ses études de médecine, j'ai créé la Fondation Miller. Je croyais investir dans l'avenir de notre famille. Patricia murmura d'une voix à peine audible. « Samuel, je n'en avais aucune idée. » C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que tu as toujours considéré ta bonne fortune comme acquise sans jamais la remettre en question. Tu as simplement supposé que tu le méritais. Comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti, Martha fixait Patricia du regard. À la grande joie de David, il retrouva la parole. « Papa, tu as payé ses frais de scolarité avec ton fonds de retraite. » Exactement. À notre retraite, Margaret et moi avons mis de l'argent de côté pendant 30 ans afin de pouvoir voyager, visiter l'Europe et réaliser son rêve de toujours faire une croisière en Alaska. Ma femme mourante aurait été gênée par mon travail, alors je l'ai donné à la dame qui m'a dit cela à sa place. Patricia a essayé de se lever, mais elle a vacillé et a dû s'agripper à la coudoir du canapé pour garder son équilibre. « Samuel, je t'en supplie, pardonnez-moi, je n'en avais aucune idée. Et si j'avais été au courant ? Vous aviez promis de me traiter mieux, n'est-ce pas ? Vous dites donc que vous vous seriez comporté de manière respectueuse envers celui qui payait votre facture. » Le mascara coulait sur ses joues alors qu'elle se mettait à pleurer. Les examens finaux étaient une source d'inquiétude pour moi. J'ai dit des choses que j'ai regrettées plus tard à cause de l'alcool. Vous devez comprendre, s'il vous plaît. Oh, je vois, je comprends. Patricia, tu m'as révélé ta véritable identité. Tu étais libre de m'humilier devant ma famille alors que tu me croyais être un vieil homme sans défense. L'écran du téléphone attira mon attention. Le Dr Hayes était toujours en ligne, écoutant peut-être toute cette catastrophe. Dr Hayes, je dois vous informer que la Fondation Miller mettra immédiatement fin au financement de Patricia Wilson. De l'autre côté de la pièce, on pouvait entendre Patricia sangloter. De plus, je redirige les actifs restants de la fondation vers l'American Cancer Society à des fins de recherche. Samuel, non. Mon amie Patricia s'est jetée sur moi. Je t'en prie, ce n'est pas possible. Dans environ 8 mois, j'aurai obtenu mon diplôme. 8 mois. Je fixais du regard la femme qui avait insulté la mémoire de ma femme alors qu'elle était mourante et qui avait qualifié le travail de ma vie de malsain. Patricia, tu ne pourrais pas avoir plus raison. Tes 280 000 $ de prêts étudiants t'attendent lorsque tu obtiendras ton diplôme dans 8 mois. Patricia était maintenant à genoux suppliant l'autre personne. Samuel, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Oui, j'avais tort. Je m'excuse, j'ai été horrible. S'il te plaît, ne fais pas ça. James Morrison de l'American Cancer Society était mon 2e numéro et je l'ai appelé en mettant le haut-parleur. Samuel Miller à l'appareil James. Ce que je veux vraiment faire aujourd'hui, c'est faire un don. Patricia s'est rapprochée et a tendu le bras pour attraper mon téléphone. Je ferai tout ce que tu veux, s'il te plaît. Le public entendra mes excuses. J'ai l'intention de porter la bague en permanence. Bonjour Samuel. James résonna dans la pièce. C'est toujours un plaisir. Parlons-nous d'un certain type de don, 288, 412, 67 $. Je voudrais qu'il soit expressément réservé à la recherche sur le lymphome. 3 maisons plus loin, on pouvait entendre Patricia crier. Samuel, c'est très gentil de votre part. Pouvez-vous confirmer le montant ? Tout à fait.
C'est de l'argent qui était destiné à financer les études médicales de quelqu'un, mais j'ai décidé que la recherche sur le cancer était un meilleur investissement. Sous le regard de tous, j'ai ouvert mon application bancaire. Sur mon écran, le compte de la Fondation Miller rayonnait. La question de ce qui constitue un travail significatif a été soulevée par Patricia. La voici. Chaque dollar que j'ai dépensé pour vos études va aider à sauver des vies de vraies vies. Pas les vies fantaisistes que vous prétendez sauver tout en vous moquant des patients mourants. J'ai appuyé sur le bouton de transfert avec mon index. Patricia était en hyperventilation. Avec le salaire d'un résident, je ne pourrais jamais rembourser mes dettes sans parler des intérêts. Vous êtes en train de détruire tout mon avenir. Si vous n'aviez jamais rencontré ma famille, je vous rends l'avenir que vous auriez pu avoir. Bravo d'avoir obtenu votre liberté. Puis j'ai appuyé sur le bouton de transfert. Transfert réussi est apparu à l'écran. Donne de 283 412 67 $ à l'American Cancer Society. Numéro de compte 447 012. Tâche accomplie. Patricia sanglotait de manière incontrôlable sur le tapis personne de Margaret tombée à genoux. Le haut-parleur diffusa la voix de James Morrison. C'est vraiment remarquable, Samuel. Plusieurs procédures thérapeutiques potentielles pourraient être développées grâce à ce financement. Vous changez véritablement la vie des gens. C'est l'idée, James. Nous veillerons à ce que ce don soit utilisé exactement comme vous l'avez spécifié pour la recherche sur le lymphome pour des vies comme la vôtre, Samuel. Patricia restait recroquevillée sur le sol tandis que je raccrochais le téléphone et la regardais. « Levez-vous » Elle leva les yeux vers moi, les joues maculées de mascara. « Je vous ai dit de vous lever. » Elle se releva péniblement, tremblante. « Patricia, tu m'as demandé de me concentrer sur le fait de ne pas mourir plutôt que de fabriquer des bijoux. Eh bien, félicitations. Je me suis concentré sur le fait de ne pas mourir en finançant la recherche qui pourrait sauver la prochaine personne comme moi. » David s'avança. « Papa, c'était toute ta retraite. C'était mon choix, mon fils, tout comme c'était mon choix de le dépenser pour quelqu'un qui, selon moi, ferait partie de notre famille. » Je me tournai vers Patricia. « Vous avez qualifié mon travail d'amateurisme infecté. Vous avez dit que Margaret était morte malheureuse en me voyant échouer dans tout ce que j'entreprenais. Vous m'avez traité de fardeau pour David. » Chaque mot la frappa comme un coup physique. « Alors, laissez-moi vous ramener à la réalité, Dr Wilson. Vous êtes sur le point d'obtenir votre diplôme avec une dette de 280 000 $. Au taux d'intérêt actuel, cela représente environ 3 000 $ par mois en remboursement de prêt. Votre salaire de résident sera d'environ 4 000 $ par mois. » Elle comprit le calcul, son visage passa du rouge au vert. « Il vous reste donc 1 000 $ par mois pour vivre pendant les 25 prochaines années, à moins que vous ne trouviez un bienfaiteur très généreux. » J'ai pris son sac à main sur la table basse et en sortis ma bague, celle qu'elle avait qualifiée de déchet infecté. Cette bague que tu as jetée, je l'ai fait évaluer la semaine dernière. Elle vaut 2 800 $. C'est environ 1 mois de remboursement de ton prêt. Je me suis dirigé vers la cheminée et j'ai placé la bague à côté de la photo de Margaret. Elle restera ici avec une famille qui apprécie ce que sont réellement l'amour et le sacrifice. Patricia a tenté une dernière fois. « Samuel, s'il te plaît, j'ai commis une erreur, une terrible erreur. Mais ruiner ma vie ne... » Je n'ai pas ruiné ta vie, Patricia, j'ai juste arrêté de la financer. Mon téléphone vibra m'annonçant un SMS de confirmation de la part de la Société du cancer. Votre don ici est confirmé et servira immédiatement à financer les recherches révolutionnaires du Dr Sarah Chen sur le traitement du lymphome. Merci de contribuer à sauver des vies. Je montrai le SMS à Patricia. Voilà, ton argent sauve déjà des vies de vraies vies. Les conséquences ont été rapides et brutale. Le téléphone de Patricia s'est mis à vibrer en quelques minutes, SMS, email, appels vocaux. Elle a répondu au premier avec les mains tremblantes. « Bonjour, oui, c'est Patricia Wilson. Quoi, comment avez-vous... Oui, je comprends. » Elle a raccroché et m'a regardé avec une terreur pure. C'était le bureau d'aide financière de l'université. Ils veulent me voir dès lundi matin pour discuter de la restructuration de mon prêt. Son téléphone a de nouveau vibré. Puis encore... Patricia a dit « David, doucement, tu devrais peut-être rentrer chez toi. » Chez moi, a-t-elle répondu en riant amèrement. Dans l'appartement que je peux me permettre parce que je pensais avoir une bourse complète. David, j'ai 800 $ sur mon compte courant, 800 $. C'est censé me suffire jusqu'à ce que je commence mon internat. Le téléphone continuait de vibrer. Elle répondit à un autre appel. Dr Peterson du service des étudiants. Oui, j'ai reçu l'email.
Lundi à 9h, je comprends. Lorsqu'elle raccrocha ses mains, tremblait visiblement. Il réexamine mon aide financière. Il s'agit d'un changement important dans le financement des donateurs qui nécessite une réévaluation immédiate des obligations financières des étudiants. Martha observait la scène avec la fascination de quelqu'un qui assiste en direct à la sélection naturelle. « Patricia, comment pensais-tu que cela allait fonctionner ? Tu détruis l'homme qui paye tes factures et ensuite il continue simplement à signer des chèques. » Un autre appel. Cette fois, Patricia se contenta de fixer l'écran. « C'est mon groupe d'études. Quelqu'un a publié un message à ce sujet sur les réseaux sociaux. » Elle nous montra son téléphone. Une publication Facebook de Sarah, la femme de Jake. « Quand vous découvrez que votre belle-fille a insulté l'homme qui paye anonymement ses études de médecine. » Certaines personnes n'ont aucune honte. Il y avait déjà 43 commentaires et leur nombre augmentait de minute en minute. « Sarah a publié cela il y a 20 minutes, murmura Patricia. Combien de personnes pensez-vous que l'ont vu ? Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle reconnut le numéro. « C'est ma mère. » Elle répondit d'une voix abattue. « Bonjour maman. Oui, j'ai vu le message de Sarah. Non, ce n'est pas exagéré. Oui, il payait vraiment mes frais de scolarité. Non, je n'en avais aucune idée. » La conversation se poursuivit pendant 5 minutes. Nous pouvions entendre la voix de sa mère devenir de plus en plus forte dans le haut-parleur. Des mots comme « ingrate »,« dégoûtante » et « comment as-tu pu ?» Lorsque Patricia raccrocha, elle semblait brisée. « Ma mère veut que je rentre à Portland ce soir. Elle n'a jamais eu autant honte de moi de toute sa vie. » David prit enfin la parole. « Patricia, je pense que tu devrais faire ta valise. Quoi, je pense que tu devrais aller chez ta mère pendant quelque temps. Réfléchis à la suite. » Patricia le fixa du regard. « David, tu es mon mari. Nous sommes censés résoudre nos problèmes ensemble. » Résoudre nos problèmes, oui. Mais ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas un problème. C'était une diffamation de mon père le jour de Noël devant toute notre famille. Son téléphone vibra, signalant de nouvelles notifications sur les réseaux sociaux. « Ça se partage », dit-elle d'un ton hébété. Le post de Sarah se partage. Elle fit défiler les commentaires et en lut quelques-uns à voix haute. C'est pour ça que les gens qui se croient tout permis n'apprécient jamais ce qu'ils ont. J'espère qu'elle prendra plaisir à rembourser ses 250 000 $ de prêts étudiants. Niveau de vengeance du vieil homme nucléaire. Un commentaire la fit pâlir. Patricia Wilson, étudiante en médecine à l'université de Washington. Capture d'écran pour la postérité. Ils utilisent mon nom complet. Mon école, ça va me suivre pour toujours. Un autre appel. Cette fois, elle laissa sonner. C'est le Dr Matthews de mon programme de résidence, le directeur du service de pédiatrie de l'hôpital pour enfants de Seattle. Le téléphone cessa de sonner puis se remit immédiatement à sonner. Il rappelle. Elle regarda David avec des yeux désespérés. Et si cela affecte mon internat, et s'il me retire mon poste, la voix de David était froide. Alors vous auriez peut-être dû y penser avant de décider d'humilier un patient atteint d'un cancer devant sa famille. Martha se pencha en avant. Patricia, laissez-moi vous expliquer quelque chose au sujet des conséquences. Vous avez passé 10 minutes à montrer à tout le monde dans cette pièce exactement qui vous êtes, pensant que personne d'important ne vous regardait. Maintenant, toutes les personnes importantes vous regardent. Le téléphone de Patricia sonna, à nouveau un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô, qui est à l'appareil ?» Un journaliste du Seattle Times. « Comment avez-vous obtenu mon numéro ?» Elle raccrocha immédiatement, mais le téléphone se remit à sonner. « Quelqu'un a vendu mon histoire aux médias. » David se dirigeait déjà vers la chambre. « Je vais te chercher une valise. » David attend. « Non, Patricia, tu as traité la mémoire de ma mère d'inutile. Tu t'es moqué du cancer de mon père. Tu as détruit un homme qui a dépensé toutes ses économies pour financer tes études dans ma maison à Noël. » Il s'arrêta à l'entrée du couloir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Si je veux rester mariée à quelqu'un capable d'une telle cruauté. » Patricia regarda autour d'elle les 15 membres de sa famille qui avaient assisté à son effondrement, la fixaient tous avec plus ou moins de dégoût et d'incrédulité. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. Elle le lut et pâlit. « C'est de ma camarade de classe Michel. L'histoire est sur Reddit maintenant. Quelque chose appelé Pro-Vengeance. Déjà 12 000 votes positifs. » Elle me regarda avec l'expression de quelqu'un qui voit sa vie s'effondrer en temps réel. « Samuel, je t'en supplie, y a-t-il un moyen d'annuler tout ça? Un moyen de réparer ce que j'ai fait? Je pensais à Margaret aux 6 mois de chimiothérapie à la bague que j'avais fabriquée avec amour, alors que mes mains tremblaient à cause des médicaments.
Patricia, certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certains maux ne peuvent pas être retirés. Certains dommages sont irréversibles. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la neige de décembre. Tu voulais que j'affronte la réalité. La voici, vous êtes sur le point d'apprendre ce que coûte la vie sans que quelqu'un d'autre n'en paie le prix. 3 mois plus tard, les résultats définitifs sont tombés. Je suis assis dans le bureau du Dr Thompson au Swedish Medical Center, regardant les résultats d'examen que je n'aurais jamais pensé voir. Les mots « rémission complète » sont surlignés en jaune sur le rapport du laboratoire. Samuel, votre lymphome est totalement indétectable. Le traitement a mieux fonctionné que nous l'espérions. Il s'avère que se concentrer sur le fait de ne pas mourir était un excellent conseil, mais pas de la manière dont Patricia l'avait prévu. Mon téléphone vibre avec un SMS de James Morrison de l'American Cancer Society. Votre don a contribué à financer le protocole révolutionnaire du Dr Chen. Le traitement qui vous a sauvé la vie en sauve maintenant d'autres. 14 patients sont en rémission à ce jour. 14 vies. C'est ce qu'est devenu l'argent destiné aux études de Patricia. 14 personnes qui peuvent revoir leur famille. Pendant ce temps, la vie de Patricia a pris une autre direction. Elle a abandonné ses études de médecine en février. La pression financière était trop forte. Même avec le maximum de prêts étudiants, elle ne pouvait pas couvrir ses frais de subsistance en plus de sa dette d'études réinstaurée. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans une entreprise de fourniture médicale à Portland et vivait toujours avec sa mère. Les papiers du divorce ont été signés le mois dernier. David est revenu vivre chez moi temporairement. Il est différent depuis Noël, plus calme, plus réfléchi. Nous avons travaillé ensemble sur la maison, réparer le toit dont Patricia avait parlé, moderniser le système de chauffage. Papa m'a-t-il dit la semaine dernière, alors que nous remplacions les gouttières, je te dois des excuses. Pourquoi ? Pour ne pas avoir vu qui elle était vraiment. Pour l'avoir laissé te traiter ainsi pendant si longtemps. Je lui ai étendu une autre vis. Mon fils, parfois les gens te montrent leur vrai caractère quand ils pensent que cela n'a pas d'importance. Patricia pensait que j'étais impuissant, alors elle se sentait en sécurité en étant cruelle. Mais tu n'étais pas impuissant. Non, je ne l'étais pas. La bague s'est maintenant posée sur la cheminée à côté de la photo de Margaret. Parfois je surprends David en train de la regarder, de la tourner entre ses mains. Tu sais ce qui est drôle, m'a-t-il dit hier. Patricia avait raison sur un point. C'est une œuvre digne d'un musée. Je l'ai fait évaluer à nouveau 200 $. L'ironie me fait toujours sourire. La publication Facebook de Sarah est devenue virale au-delà de tout ce que nous avions imaginé. Elle a été partagée plus de 50 000 fois. Quelqu'un en a fait une vidéo TikTok qui a été vue 2 millions de fois. L'histoire a été reprise dans des rubriques de conseils, des blogs de psychologie et des forums sur les relations. J'ai reçu des lettres d'inconnus, principalement des patients atteints de cancer, mais aussi des personnes qui ont été victimes de cruauté familiale. Ils comprennent ce qui s'est passé ce matin de Noël. Une lettre m'a particulièrement ému, celle d'une femme nommée Hélène dans l'Ohio. « Monsieur Miller, je suis étudiante en soins infirmiers et ma belle-mère paie mes frais de scolarité. Après avoir lu votre histoire, je me suis rendu chez elle avec des fleurs et une lettre de remerciement manuscrite. Nous avons pleuré ensemble. Votre histoire m'a rappelé que la générosité mérite de la gratitude et non un sentiment de droit. » C'est alors que j'ai compris que la cruauté de Patricia s'était transformée en quelque chose d'utile. Son humiliation publique est devenue un exemple édifiant qui a aidé les gens à apprécier leur bienfaiteur. La maison semble différente, maintenant plus légère. Nous avons repris les dîners en famille. Martha vient tous les dimanches. Jack et Sarah nous rendent régulièrement visite. Même certains des anciens amis de Margaret ont recommencé à passer nous voir. Personne ne parle plus de Patricia. Elle est devenue une histoire que nous racontons pour reconnaître le vrai caractère, pour montrer que les actions ont des conséquences, pour expliquer la différence entre ce qui est mérité et ce qui est donné. J'ai commencé à donner des cours de fabrication de bijoux au collège communautaire. Il s'avère qu'il y a une demande pour quelqu'un qui peut montrer la bonne technique aux personnes souffrant de tremblements des mains d'autres patients atteints de cancer, des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des étudiants âgés dont la prise n'est plus ce qu'elle était. Ma première classe comptait 12 étudiants. Le bruit s'est répandu au sujet du type de l'histoire virale qui fabrique des bijoux malgré ses mains tremblantes. J'ai maintenant une liste d'attente. Le mois dernier, l'une de mes élèves, une grand-mère nommée Rose, qui lutte contre un cancer du sein, a terminé son premier projet, un simple bracelet en argent pour sa fille. Professeur Miller m'a-t-elle dit en le brandissant fièrement, « Pensez-vous que cela ait l'air amateur ?» J'ai examiné son travail, des soudures nettes, une finition lisse, des proportions parfaites.
Rose, c'est le travail de quelqu'un qui a mis de l'amour dans chaque coup de marteau. Ce n'est pas du tout amateur. » Elle s'est mise à pleurer dans l'atelier. C'est ce que Patricia n'a jamais compris. La valeur ne réside pas dans la perfection de la technique. Elle réside dans l'intention derrière le travail, l'amour mis dans chaque détail, l'espoir que votre création survivra à votre passage sur Terre. Ma bague, celle que Patricia qualifiait de « déchet infecté », représente désormais quelque chose de différent. Elle est devenue le symbole de limites dignes de conséquences appliquées équitablement d'un amour qui ne tolère pas la cruauté. David fréquente quelqu'un d'autre maintenant, Émilie, une infirmière du service d'oncologie où j'ai été soigné. Elle comprend la valeur des soins de la patience envers les personnes qui souffrent. Quand je lui ai montré la bague, elle l'a tenue et avec précaution et m'a demandé la signification de chaque pierre de naissance. C'est un travail incroyable, Monsieur Miller. La personne qui recevra cette bague la chérira pour toujours. C'est la différence entre quelqu'un qui apprécie les cadeaux et quelqu'un qui les attend. La photo de Margaret veille toujours sur tout depuis la cheminée. Parfois, je lui parle de ce qui s'est passé de Patricia de David, de la façon étrange dont la vie rend justice. Je pense qu'elle serait fière de la façon dont j'ai géré la situation sans colère ni vengeance, mais avec des conséquences naturelles. Patricia voulait être indépendante de la charité d'un vieil homme mourant. Je lui ai donné exactement ce qu'elle demandait.